Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Citation. À Anne Monmousseau et Thierry Varlet. Qui savent rendre la vie réelle plus belle que la fiction. 1. Faut-il poser une bombe avant de partir? J'ai horreur de déranger les gens, mais détourner l'ambulance juste le temps de poser une bombe à la Défense, au pied d'une tour en verre? S'absenter 1 heure des soins palliatifs pour faire un bon gros casse? J'avoue, l'idée m'a traversé l'esprit et je ne dois pas être le seul. Est-ce qu'on met en prison les condamnés par la médecine? Peut-être, mais ça ne change pas grand-chose. Profiter des derniers moments de sa vie pour démolir un symbole ou piller une banque? Pourquoi serait-ce absurde? Bien sûr, c'est idiot parce que tu n'es pas en état de le faire. Bon, mais admettons. Aujourd'hui, avec une bombe, tu ne renverses plus les statues, tu bousilles des innocents. Et ce n'est plus du liquide qu'on trouve dans les banques, mais des caméras. Le grand malade devra peut-être renoncer à l'aspect purement récréatif du hold-up, pour l'envisager sous un angle plus médiatique qui risque de s'avérer cruel. Le grand malade tient-il vraiment à la notoriété que va lui octroyer l'enregistrement des caméras de surveillance, qui sera vu plusieurs millions de fois, sur toutes les chaînes TV puis sur tous les serveurs vidéo Internet, le montrant en train de dire haut les mains, agrippé à son déambulateur? Sa mère et ses voisins verront ça. J'espère pour lui qu'il n'a pas d'enfant. Je ne l'ai pas fait, je ne le ferai pas et parmi mes compagnons du service soins palliatifs, je ne vois personne qui court assez vite pour considérer sérieusement l'éventualité d'un cambriolage. À la limite, tout ce que je pourrais envisager d'un peu raisonnable, c'est de me procurer une arme à feu et d'aller tirer à bout portant sur un type connu. Dictateur, président, pape, grand capitaliste, star. Histoire d'imprimer une petite page de la petite histoire, avant la fin de ma petite vie? Sérieux, je ne pourrais pas. Sans compter que l'assassinat de personnalités est contre-productif en général. Une moitié de ces actes, surtout lorsqu'ils sont mérités, transfigurent immanquablement les vrais méchants en héros par le processus de martyrisation médiatique. L'autre moitié déclenche des guerres. Je ne vais quand même pas me mettre une guerre mondiale sur le dos. J'ai déjà un divorce. Non. Si je veux changer une parcelle du monde avant de disparaître, le mieux que je puisse faire, puisque déjà j'ai eu 3 enfants et planté des dizaines d'arbres qui me survivront, c'est peut-être d'écrire un livre. Le partage des connaissances et les échanges d'idées, c'est comme ça que l'humanité a grandi et qu'elle s'élèvera encore. Alors, quelles que soient les vilainies des hommes, les injustices de la société et les horreurs des guerres, je partirai plus tranquille d'avoir juste posté ma lettre que d'avoir posé une bombe. 2. On ne fait que passer. On ne va rien apprendre à personne, là, en disant ça. Je vais tâcher de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'autre lieu commun dans cet opuscule. Tu as fait ta vie comme si tu étais éternel? On a tous plus ou moins fait pareil, parce qu'on ne sait pas vraiment faire autrement. Mais à la fin, t'inquiète, personne ne sera réellement surpris. Tu as laissé un patrimoine, une trace? Bien, au moins les tiens auront une consolation, j'approuve. Je suis baisé mais je m'en fous. La maison est payée, me disait un voisin de chambre au service des soins palliatifs en bout d'étage, au-dessus du frigo. Ici, les échanges sont singulièrement dépourvus de fioritures. Et toi, que te reste-t-il, sinon des souvenirs et des regrets? Quelques remords? Que reste-t-il, sous oxygène et sous morphine? Quel plaisir! L'heure où l'on vient te laver et te mettre ta couche propre? Le moment du massage des talons pour retarder les escarres? La fin de la nuit, quand les douleurs te laissent un peu dormir? L'aurore prometteuse qui viendra faire passer un rayon de soleil sur une moitié de ton visage et ton bras gauche? La chance, on t'a placé côté fenêtre. Le petit déjeuner? Ton voisin a droit à un vrai petit déjeuner. Il râle parce que le chocolat n'est pas assez chaud, et toi tu es nourri par perfusion d'un gruau plâtreux que tout le monde ici appelle l'entrecôte frite. Comment mourir heureux? Un type bien qui vécut longtemps, un sage paraît-il, que l'on nomme Bouddha, dit en mourant ces 2 phrases qu'il faudrait enseigner dès l'école. L'impermanence est la loi universelle. Travaille à ton propre salut. J'écris ce livre à la demande de l'ami Michael. C'était naturellement un dimanche de Pâques. Nous venions de parler pendant 3 heures peut-être de la manière dont j'envisageais la mort. Dont je la dévisageais. Dont je m'y préparais.
dont je la reculais. J'écris ce petit livre pour mes enfants et pour ceux qui veulent bien croire qu'on peut saisir l'opportunité de la maladie chronique, du handicap ou même l'approche de la mort, comme des occasions d'expérience, de découverte et même de petits bonheurs. Je voudrais faire savoir qu'il est possible d'embellir ce bout de chemin, à condition de l'appeler par son nom et de s'y être préparé. J'aimerais convaincre qu'à mon exemple, il est possible de faire durer une longue maladie et même de revenir à la vie à grands coups de bonheur, d'amitié, d'amour et d'exercices salutaires comme parler, jouer, chanter, méditer, délivrer sa joie, tout ce que nous savions faire dans la petite enfance. 3. Travaille à ton propre salut. Et commence tout de suite. Ne compte pas sur la chance. Tu as déjà celle de vivre. Fais de ta vie une œuvre d'art. Tu n'es pas un animal ? Tant mieux, alors vis comme un humain. Contrairement à l'animal, l'humain est capable de grandes choses compliquées comme la guerre, le sport, la religion, l'art, aller dans la lune, lire Schopenhauer ou bâtir le Taj Mahal. On a le choix. Pour ma part, je recommande l'art. Faire un jardin peut y suffire. Élever ses enfants est un art noble et difficile. Les vitraux de Chartres aussi. Et Turner. Et Bach. Je voudrais mourir en écoutant la chaconne, finir sur ce paysage de neige. Travaille l'art d'avoir des amis. Je dis bien des amis. Comme la meilleure des familles. Travaille à l'art d'être seul et d'abolir l'ennui. Est toujours une œuvre en cours, ne serait-ce qu'un rosier à tailler. Travaille. Évite de parler morale sans passer à l'action, évite de passer à l'action sans penser. Sache aussi parfois t'écouter et faire juste ce dont tu as envie. Mais surtout comme Sandrine avec le sourire et quoi qu'il arrive, bouge. Bouge et garde à l'esprit ton pire ennemi, le regret. Fais tout ce qui pourra t'éviter d'en avoir. Ils s'accumulent et à la fin, ils sont tous là à t'assiéger. Les nuits où la morphine ne suffit plus, tu passes les heures à les compter, les regrets, et bizarrement ça marche moins bien que les moutons. Pour les regrets, il est toujours trop tard. Pour ne pas en avoir ce qu'il faut, c'est ne pas en fabriquer. Le salut ? Il est maintenant ici-bas. Ô mon âme, n'espère pas une vie éternelle mais épuise le champ du possible. 4. Des raisons de vivre. Mettons-nous bien d'accord, nous n'avons aucune raison de vivre. Nous contenter de perpétuer l'espèce ? Ne serions-nous que des bêtes ? Nous sommes des humains, relativement maîtres de notre emploi du temps et doués d'une conscience assez performante, donc théoriquement capables de décider librement d'agir et comment, donc responsables de nos actes. Ceci rend souvent la vie bien difficile pratiquement et moralement, mais enfin, nous sommes apparemment les seuls à pouvoir nous demander ce que nous faisons là et ça quand même c'est quelque chose, non ? En même temps, répondre à cette question, qu'on le fasse à titre personnel ou qu'on le tente au nom de l'humanité, cela peut paraître futile puisqu'il n'y a qu'une certitude, une seule, on va tous y rester. Comme tous nos efforts ne nous mènent qu'à la tombe, puisque tout ce que nous aurons appris et compris se traduira inéluctablement par une perte sèche, pourquoi se fatiguer ? Pourquoi supporter les épreuves de la vie, se disent les gens intelligents. Et beaucoup d'entre eux sont malheureux. Ce qui fait passer le suicide, parfois, pour un geste de lucidité. Alors nous sommes bien d'accord. Nous n'avons comme raison de vivre, que celle que nous sommes capables de nous donner. Les unes sérieuses et communes, proches de notre nature, élever une famille, être une grand-mère modèle, assurer la subsistance des siens. Plus spécialement humaines, on peut s'ajouter comme autre raison de vivre des passions plus personnelles, plus culturelles, mais tout aussi légitimes et efficaces pour aider au bonheur. Se construire un bateau, collectionner les pichets Ricard, sauver les derniers galoupiaux des Bermudes, obtenir un autographe de Richard Gottener, être un bon pâtissier, une scientifique reconnue, un paysan estimé, entrer au siècle. Ces raisons de vivre personnelles, on peut les multiplier. Être paysan et au siècle et fan de Richard Gottener, c'est un exemple. En changer, s'y investir avec plus ou moins d'entrain. Certaines de ces raisons de vivre sont très impliquantes même si elles peuvent paraître assez superficielles. Si elles le sont, c'est à la manière ambiguë des strings. Beaucoup de duplicité dans la dentelle, qui semble anodine tant qu'elle prétend cacher quelque chose mais prend soudain toute une fragile et provisoire importance dès qu'on la tient dans les dents, enfin je parle pour moi. Ainsi du galoupio des Bermudes. Ce passereau passe inaperçu au point qu'on ne l'a jamais vu depuis Buffon,
qui lui-même ne le cite à aucun moment. Mentionné dans une chanson à boire des matelots de la Royale au XVIIIe siècle, le galoupio est à l'ornithologie ce que le fil nylon est au string. Ce serait une grande victoire pour la biodiversité mondiale, si l'on parvenait à sauver cette espèce que l'on suppose endémique de la forêt primaire tropicale inféodée aux contreforts métamorphiques de la basse cordillère bermudienne. Encore faudrait-il trouver une femelle au moins pour le cas inespéré où nous parviendrions à capturer un mâle, à condition qu'ils endurassent la captivité, qu'ils se plussent l'un à l'autre et que nous sucions ce qu'ils mangent. Soyons stupides. Croyons à nos raisons de vivre jusqu'au bout, comme l'homme qui aimait les arbres et qui me demanda la veille de sa mort de l'emmener revoir le chêne du Pouldu. 5. Vivons heureux en attendant la mort, Pierre Desproges. Le bonheur, cela s'apprend tout petit. C'est fait d'amour, de rire, de tendresse. C'est composé d'instants de joie reliés par des moments de tâches choisies et d'idées partagées. La vie n'est pas tissée que de chants et de danses, mais même au pire de la galère, au fond du dénuement, il reste toujours une part de liberté, la possibilité d'un choix. Même en prison, ta tête t'appartient. À Cuba, Rubén González a été privé de son piano pendant plus de 10 ans. Il a continué à rejouer chaque jour tout son répertoire sur des bords de table. Puis, entre ses 77 ans, pour le film Buena Vista Social Club et son décès à 84 ans, il a enregistré 6 albums. C'est aussi l'histoire du joueur d'échecs de Stefan Zweig. Cela n'empêcha pas cet auteur, trop intelligent sans doute, de se suicider juste après avoir écrit ce chef-d'œuvre. Soyons stupides en attendant la mort, et cessons de nous poser des questions inutiles. Celles qui concernent le passé sont les plus néfastes après celles qui concernent l'avenir. Elles ne produisent que des regrets pour les premières et des frayeurs pour les dernières. Avoir peur de l'avenir, voilà une des manières les plus sûres de fuir le bonheur. Le futur doit être attendu, espéré, accueilli avec le même sourire et la même confiance que lorsqu'on ouvre les bras à un ami. Accueillir le futur, oui, même à l'approche de la mort. Si tu as réussi à vivre heureux, tu peux partir content. Si ta vie a été malheureuse, sois soulagé, c'est bientôt fini. 6. Vivons heureux en attendant. J'ai vu trop de gens en larmes alors qu'ils avaient tout pour être heureux, et plein de misérables resplendissant de bonheur. Quelque chose ne va pas. J'ai connu des gens riches, vraiment riches. Des pauvres très très pauvres. J'ai cherché à dépasser les lieux communs sur l'argent qui ne fait pas le bonheur. J'ai surfé sur l'espoir de trouver une formule magique pour nous aider, tous, à surmonter les paradoxes de l'avoir et de l'être. On le sait déjà, il faut cesser de vouloir exister à travers ce qu'on possède, ce que l'on fait, et même ce que l'on sait pour devenir ce que l'on est, ni. Une fois qu'on a dit ça, on fait quoi? On revend la berline allemande et le chalet à Megève, la télé géante et la parure de diamants? À qui? À des futurs malheureux à leur tour encombrés des attributs de l'aisance? Pour ma part, sur le peu que je possédais, je me suis séparé des quelques appareils, meubles, vêtements qui ne participaient plus à mon bonheur. Et je vis heureux avec le reste, relisant les quelques livres dont je ne peux me passer et caressant ma seule théière en fonte du dos de la main. Je l'ai fait 2 fois dans ma vie. La première fois, à 25 ans, je n'ai gardé que ce qui tenait dans mon sac de marin et j'ai pris la mer, histoire de m'éloigner de la mienne que pourtant j'aime tant. La seconde fois, c'est maintenant, pour préparer ma mort. Vider mes poches, me délester des plus lourds bagages et me retrouver le plus nu possible, quitte à ne plus oser passer devant un miroir. C'est que j'ai aussi perdu un tiers de mon poids et sur un homme mince, c'est très moche. Mais pour en revenir à ma nudité métaphorique, quel meilleur moyen d'être soi-même enfin? Et quelle meilleure occasion de remédier à tous les faux semblants, de se redresser et de pouvoir enfin se trouver beau. 7. Vivons heureux. Se trouver beau, enfin, et ne le devoir qu'à soi-même. Le sentiment de bonheur ne tient souvent qu'à des impressions simples, comme le fait d'être content de soi. Voici une satisfaction qui est accessible à tout le monde. Elle est donnée à ceux qui ont accompli leurs tâches, rempli leurs devoirs, abouti dans leur quête, leur démarche, leurs défis. Tu ne pensais quand même pas accéder au bonheur sans rien faire? Je vais te décevoir. Je pense que le salut vient d'un travail, que le bonheur relève d'une discipline. Si à contrario,
La paresse et le laisser-aller collent tant à la figure de l'artiste, c'est peut-être parce que, pour son inspiration, il a tellement besoin d'être malheureux. Mais alors attention, pas de malentendu, je serai mécontent. Quand je dis travail et discipline, je ne suis absolument pas en train de vanter quoi que ce soit qui ressemble à la servilité, la docilité, le conformisme. Au contraire, si l'on veut se mener au bonheur ou déjà à la satisfaction de soi, il ne peut s'agir que de tâches et de règles choisies ou acceptées. Agir à contre-cœur ou à contre-nature ne conduit qu'à la honte et à la frustration. On n'a pas toujours le choix, dis-tu. C'est vrai, mais tu l'as eu le choix, et sans doute déjà plusieurs fois. Et tu l'auras encore. Ce sera le moment de stopper la fabrique à regret. Je ne dis pas que cela sera facile. Cela passe presque toujours par un mouvement personnel de révolte, une pulsion insurrectionnelle, une indignation qui ne va pas de soi. Changer de vie, combien de fois pourras-tu encore le faire? Afin de pouvoir enfin, te regarder dans la glace avant de mourir? 8. Vivons. En Birmanie et dans d'autres pays de tradition bouddhiste, il est coutumier de voir un homme qui a réussi socialement se retirer dans un temple, vers 60 ans, pour mener la vie du moine le reste de ses jours. Il lègue son entreprise ou ses biens à ses héritiers, se retirant totalement des affaires et de la vie séculière. Il arrive muni également d'une dot importante destinée à permettre au temple, qui est aussi une école, d'accueillir les moignons d'origine pauvre. En effet, les vocations sont parfois réelles, parfois dictées par la tradition dans certaines familles de la classe moyenne, mais elles ont aussi une origine d'ordre plus social. Assez souvent donc, ce sont des familles rurales pauvres qui n'ont pas assez de terre à partager entre leurs enfants et qui cherchent, en donnant un fils ou une fille au temple, à la fois un soulagement économique et la faveur des divinités. Cet alliage de pragmatisme et de superstition ne choque personne. Les moignons eux-mêmes sont capables d'expliquer ce qui les a conduits au temple. Pas assez de terre. Mais ils ont le sourire. Je dois préciser que les moines et nonnes bouddhistes peuvent à tout moment choisir le retour à la vie séculière, et à nouveau la vie monastique, à volonté. Je ne suis pas en train de prôner un modèle, même si cette forme de retraite dans un temple bouddhique, au bord d'un lac couvert de lotus, rythmé par les cérémonies, les études, les méditations et les promenades, me fait rêver, en bon bobo que je suis. Je dis juste ceci. Ce type de changement de vie qui peut se pratiquer de bien des manières même dans notre monde occidental, représente à mes yeux la meilleure façon de préparer sa mort, c'est-à-dire de vivre. Entre 60 et 70 ans, on considère généralement que l'on a fait sa vie. C'est l'âge de la retraite dans les pays où ce dispositif social existe. Que l'on ait ou pas, la chance d'être encore épargné par les soucis de santé et les accidents physiques, cela me semble le bon moment si l'on n'y a pas songé avant pour commencer à apprendre le renoncement et l'humilité, à se dépouiller des faux-semblants, à réfléchir sur la marche du monde et la place que l'on y tient, à se servir du temps au lieu d'en être l'esclave, à voyager en soi et à savoir enfin un peu mieux qui l'on est. 9. Instant. Je ne note pas tout. Sinon cela constituerait une liste à la Prévert ou à la manière de Françoise Héritier dans Le sel de la vie, qu'une voisine avisée, Isabelle, m'a donné. Peu avant sa mort, j'avais offert la première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules, de Philippe Delerme à mon père qui avait adoré la description sobre et sensorielle de ces instants de grâce qui composent à petites touches les tableaux de nos bonheurs et nostalgies. Je me souviens aussi de lui avoir lu à voix haute le passage de Michel Onfray, où l'hédoniste raconte la fraise que lui a donnée son père au jardin après l'avoir passée sous l'eau fraîche. Le goût de ce fruit écrasé entre la langue et le... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.